Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie, vous êtes contente, Oui. on a votre chouchou, vous l'adorez. J'adore Patrick Sébastien, Oh, on tu est es ravis. gentil. Non mais c'est vrai. Non, c'est vrai. J'ai toujours beaucoup de plaisir d'abord à vous voir, à vous entendre et puis à vous lire. Parce que moi j'aime beaucoup ce que vous écrivez. Je trouve qu'il y a toujours beaucoup de sensibilité, de sincérité. Et puis j'aime écrire surtout. Et puis c'est super bien écrit. Et là, quand j'ai reçu le livre, je me suis dit tiens, le Carnaval des ambitieux, édition XO, je l'ai lu. Tu vois, il est tout feuilleté partout. Plein de pages cochées, des notes des prises. aphorismes. Voilà, des aphorismes. Il vaut mieux avoir un garde du cœur qu'un garde du corps. J'ai Ouais. bien aimé cette phrase. Ouais, ça c'est pour Céline Dion. Ouais, pour Céline Dion. Ouais, en fait, ce que j'ai fait, c'est comme je fête dans quelques jours mon 71e anniversaire, Ouais. et je fête les 50 ans. J'ai 50 posé ans de le pied carrière. sur ma première scène de cabaret le 14 novembre 74. Et dans la alors, tête, vous fêtez quel âge? Hein Et dans la tête, vous fêtez quel âge? Dans la tête, le contraire, 17. Ouais. Ah, c'est génial. Et encore, je m'en rajoute, je me vieillis. Ouais. Non, au lieu de faire pour les 50 ans, je pouvais faire de la chronologie, tu vois, j'ai tellement vécu de trucs, mais je me suis dit que je trouvais ça plus intéressant de faire une sorte de petit traité philosophique sur l'ambition, Ouais. parce que ça nous touche tous. Absolument. Et que j'ai croisé des gens où j'ai essayé de décrypter l'ambition, c'est-à-dire comment ils y sont arrivés, ceux qui sont tombés en route, ce que ça coûte. Avec en filigrane du bouquin, quelque chose qui m'appartient à moi, mais bon, il y a peut-être des gens qui le partagent, d'autres pas. C'est que moi, je fais partie des gens qui pensent que tout est préécrit. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qui Vous nous aviez arrive. parlé de la synchronicité en plus. Voilà, que tout ce qui nous arrive. Il y en a une qui est marrante que j'ai retrouvée l'autre jour, c'est que quand j'ai posé le pied à Paris pour la première fois, quand je suis arrivé, c'était le 23 septembre 74. C'est la date de naissance d'Hanouna. Et c'est aussi l'anniversaire de la mort de Bourvil. C'est des synchronicités, c'est des correspondances de dates. Ouais. J'en parle beaucoup, et puis c'est vrai que la vraie question, c'est est-ce que on est maître de notre destin, ou est-ce que c'est le destin qui est maître de nous? Vous aviez écrit, non? Et si c'était quoi le bouquin? Vous aviez écrit un roman où vous repreniez votre vie en disant, et si j'avais pris une autre direction? Oui, si j'avais pris une autre destination, mais je pense que la destination, elle était déjà préécrite, comme le fait que je sois là aujourd'hui. Je pense que c'est des choses qui sont... Alors, l'avantage que ça a, je dis pas que j'ai raison, mais l'avantage que ça a, c'est qu'on se met beaucoup moins en colère contre l'inéluctable. C'est quand il y a un deuil, quand il y a une maladie, on se dit, tu vois, tout ce qui m'est arrivé, les deuils, la télé, tout ça, se dire, c'est écrit comme ça, donc il n'y a pas de raison de... On l'accepte plus facilement. On culpabilise moins, déjà. Tu sais, quand il arrive des trucs, on se dit, c'est de ma faute. Il y a un côté... de se dédouaner en disant non, ça devait arriver comme ça. Alors je dis pas que c'est la réalité, mais ça aide diablement. Ça veut dire, comme c'est écrit, vous croyez aux voyantes alors, puisque le destin est écrit. Non, je crois pas aux voyantes. Je crois pas aux voyantes. Je crois pas qu'on peut lire là-dedans. Et d'abord, je ne sais pas qui a écrit ça. Ça, c'est une vraie question. Il y en a qui vont me dire, il y en a qui pensent que c'est Dieu qui écrit tout ça. Non, je pense que ce chemin, il est tracé. C'est je me heurte souvent avec des gens en disant, on n'a pas de libre arbitre. Ils me disent, mais si, on a un libre arbitre. Mais quand on décide quelque chose, il y a quelque chose en nous qui nous fait faire ce choix-là. Allez, moi, pourquoi je suis monté à Paris? Je sais pas. Les rencontres aussi, parfois. Ça m'est venu comme ça. Il y a des hasards incroyables. Qui fait que j'ai eu un moment, je dis, tiens, je monte. Mais tu m'aurais préécrit tout ce qui allait arriver, j'aurais dit, mais c'est n'importe quoi. Arrête la drogue, quoi. Allez, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Voilà, Patrick, Valérie, je sais pas si vous avez vu hier, BFM s'est transformé en Depardieu TV. Alors, ils étaient partout. Duplex à gogo, tribunal en live, et puis patati, patata, plein de témoignages, et puis patatras. Pour de raisons de santé, Gérard Depardieu n'a pu se présenter au tribunal et son avocat a demandé un report du procès, mais également qu'il y ait a été ordonné une expertise médicale. Sur place, les plaignantes étaient sur le choc de la nouvelle.
Vous avez le sentiment que Gérard Depardieu se défile? Évidemment, je crois que je ne suis pas la seule. Peut-être qu'il est malade, non? Peut-être, mais enfin il était tout à fait en forme à la confrontation, où il avait l'air vraiment de supporter très très bien 6 heures de garde à vue. Personnellement, je crois qu'il est tout à fait capable de le faire, mais c'est pas moi qui dois parler de ça. Il y aura des médecins qui feront leur expertise. J'espère qu'il sera là, qu'il aura le courage d'être là, parce que nous on est là. Et on dit toujours la même chose depuis le début, on est prête à se confronter à Monsieur Depardieu pour qu'il dise enfin la vérité. C'est compliqué comme histoire. C'est compliqué, j'en parle dans mon bouquin. Oui, vous en parlez dans le livre. Il y a tout un passage d'ailleurs sur Je ne prends pas sa défense. Hein. Je dis simplement qu'il y a une chose qui me choque énormément, c'est qu'on est passé de la présomption d'innocence à la présomption de culpabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus de présomption d'innocence. Il y a des présomptions de culpabilité. Jusqu'à présent, Gérard, il a été condamné à rien. Et on a interdit ses films, ça me choque. Après, si demain il est condamné en justice, je serai le premier à cautionner ça, à dire bravo, etc. Mais ce qui me gêne vraiment dans ce truc, c'est la disproportion, quoi. C'est les 2 poids 2 mesures. Moi, je connais plein de gens qui ont été condamnés en justice. Je vais pas dire de nom, on va pas balancer, mais tu le sais très bien. Et tu vois qui je veux dire. Il y a des gens qui ont été condamnés en justice, qui continuent à faire de film et à faire de la radio et à faire de la télé. Gérard, pour l'instant, a été condamné à rien. Alors peut-être qu'il est effectivement coupable de ces choses-là. Moi, je fonctionne à titre personnel. Je suis égrillard, je suis gay, mais moi j'ai 3 codes. Vous êtes gay? J'ai 3 codes de base, peut-être, on va savoir. J'ai 3 codes de base dans mes relations. C'est la liberté, le respect et le consentement. J'ai jamais dérogé à ça. Mais est-ce qu'on peut être encore trivial? Avec les gens qu'on connaît bien, oui, bien sûr. Moi, je tourne toute l'année avec mes danseuses, dont ma petite fille. On est trivial, et pas que moi, les filles aussi. On est dans notre univers à nous. Après, il faut qu'on fasse très très attention. De notre côté, je l'ai écrit aussi noir sur blanc dans mon bouquin. Là, vous l'écrivez, mais il y a un oui. J'ai écrit le MeToo. Pour moi, c'est une des plus belles avancées humanistes de ce siècle. Parce qu'il fallait que ça arrive, et c'est très très bien. Mais ce qui m'a gêné, c'est que vous mettez mais. Parce qu'il y a un mais, bien sûr. Ben oui, parce qu'il y a un mais. Et je suis pas le seul. Même Forrest, elle le dénonce. J'ai fait une interview il y a 1 an, il y a 2 ans, avec une journaliste. Il faisait chaud, c'était la canicule. À un moment, j'ai dit il fait chaud. Elle m'a dit est-ce que ça suppose que j'enlève mon chemisier? Je dis non madame, il fait chaud juste. C'est-à-dire ces excès-là me dérangent. La présomption de culpabilité me dérange. Après qu'on punisse. Est-ce que c'est pas un retour de balancier après des années d'impunité? Après des années d'impunité, parce que le problème aussi qui me gêne, c'est que plus ces choses-là existent, plus il y a de... Alors on va me dire que c'est parce que les gens portent de plus en plus plainte, mais plus il y a de faits, plus il y a de violence, plus il y a de... Il y en a de plus en plus. Il y a un texte que je mets dans le livre qui s'appelle « Elle marche sous la pluie ». J'encourage justement les filles à parler, à dénoncer tout ça. Mais je veux pas hurler avec les loups. Mais vous voyez, Bedos, il a été condamné et les gens, enfin certains, continuent à hurler en disant... c'est pas juste en sens inverse, alors qu'il a été jugé. Après, on peut juger que la condamnation. Alors, il est toujours présumé innocent parce qu'il a pas. Non, mais je comprends les gens quand ils voient le paquet de violence sur les trottoirs, impunis, et qu'un mec prend 6 mois de prison pour avoir embrassé une fille dans le cou et avoir touché son jean. Moi, je trouve la justice est passée, tant mieux, mais c'est vrai que ça choque les gens. Quand ils voient toutes les impunités à côté pour des choses très, je dis pas que c'est pas grave, hein, mais pour des choses excessivement graves, des agressions, les gens, ils ont du mal à comprendre. Juste une chose dans le livre, vous parlez de Depardieu et vous dites, je connais beaucoup de gens qui ont signé la pétition contre lui, qui sont pas irréprochables. Je sais tant de choses sur les dérives de certains, leur libido perverse, leurs dérives de cam et d'alcool, etc., etc. C'est-à-dire que comme on dit, pour monter au cocotier, il faut avoir le cul propre. Mais en ce qui concerne Gérard, il est lourd. Voilà, il est lourd, il est... Mais l'époque a changé aussi. L'époque a changé. L'époque a complètement changé. Moi, je sais qu'il y a des choses qu'on se permettait avant. C'est pour ça qu'aussi, à un moment, j'ai parlé on me l'a reproché, mais moi, j'ai aucune honte du milieu libertin. Moi, je vais pas dans le milieu libertin pour baiser c'est pas ça. C'est qu'il y a une liberté de ton. Et il y a le respect qui est la base de tout, parce que sans respect, ça n'existe pas. Les gens se respectent, mais
Mais tu vais baiser ta femme, mais avec respect. Hein? Tu vais baiser ta femme, mais avec respect. Non, moi, j'ai jamais fait baiser ma femme d'abord. Non, c'est pas ça. Non, oui, mais ça, c'est le goût de chacun. C'est pas je fais baiser ma femme. C'est en plus tu te trompes. C'est pas je fais baiser ma femme. Non, j'ai dit je vais baiser ta femme à quelqu'un d'autre. Oui. Mais c'est surtout parce que la jeune femme va être d'accord et c'est elle qui va décider. Bien sûr. C'est elle qui va décider. Et vous racontez dans le livre aussi que vous avez été vous-même très sollicité parfois par certaines femmes. Je parle aussi de Bruel, tous mes potes. Moi, je les ai vus vraiment harcelés, quoi. Mais vraiment harcelés. Moi, j'ai une fille qui régulièrement, là, après mes spectacles, vient me dire j'ai réservé une chambre, viens avec moi. Je vais pas porter plainte, hein. Mais attention. Faut rétablir la parité. 98% des agresseurs sont des mecs. Sont des hommes. Je développe ça dans le bouquin en disant que je me suis engueulé beaucoup avec des potes à moi qui me disaient tu comprends, elle est venue dans mon lit, on a fait des préliminaires et après elle voulait pas. J'ai dit si tu l'as fait quand même, t'es un gros salaud. Quand c'est non, c'est non. Au-delà, c'est un viol. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le procès a été reporté au mois de mars 2025. Le budget passera-t-il pas? Voilà la grande question actuelle. Hier, Quotidien est revenu sur une semaine de débat à l'Assemblée. Bon, alors, au niveau comique, cher Patrick Sébastien, je crois que vous êtes de la concurrence. 6 jours de débat houleux. Très houleux. Complètement enflammé. Assez tendu, il faut bien le dire, à l'Assemblée. Le cirque à l'Assemblée la semaine dernière. C'était la foire à tout. Et les députés ont échoué. Les débats au point mort donc. Avec encore 1500 amendements à examiner. Mes chers collègues, il est minuit, la séance est levée. Ça c'était samedi soir à minuit donc, à l'issue d'une semaine de débats chaotiques à l'Assemblée avec des députés dans une forme olympique. Je vous demande de vous asseoir et de ne pas me mettre en cause. On ne s'adresse pas à notre député comme ça. Qu'est-ce que je vais dire, moi? Nous ne voulons pas de vous au pouvoir. Vous êtes complètement fous. Ils sont vos pigeons. Pendant que Monsieur Woerth boit le champagne sur l'hippodrome de Chantilly avec ses amis. Vous êtes totalement irresponsable. Donc ça c'est absolument inacceptable. Je crois que ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux, c'est de la comédie. Vous avez parlé toute la soirée. Vous rabaissez le niveau de la politique en dessous du caniveau et vous devriez avoir honte. Quelle honte. Vous qui avez connu Chirac et Non, mais Mitterrand. c'est terrible parce que on se plaint de la société qui part en couille avec des gamins qui échappent à toutes les règles. Mais comment veux-tu te conduire autrement quand tu as des exemples pareils? Tu regardes aujourd'hui le truc, il y en a qui se font choper avec de la cam, ils s'insultent, la mère Rousseau qui fait des bras d'honneur. Enfin, je veux dire, explique aux gamins, il y a un devoir d'exemplarité quand même. Cette classe politique est vraiment pitoyable, vraiment pitoyable. C'est Coluche, c'est dans les flics, c'est ceux qu'on n'a pas voulu au PTT et la SNCF. C'est un peu ça aujourd'hui. Tu vas faire quoi plus tard? Je vais faire député, je vais passer à la télé. Je les appelle les bustes. Pourquoi? Parce que tu les vois plus sur les plateaux télé, tu vois que le haut. Donc c'est normal qu'il leur manque ce qu'il y a en dessous. Comme disait Chirac, il faudrait se faire greffer des couilles. Malheureusement, on manque de donneurs. Absolument. La semaine prochaine, Canal+, c'est étonnant, va fêter ses 40 ans. J'étais à la première. Ah oui? Oui. C'est vrai, le 4 novembre? J'étais à la première de Canal. Alors, en plus, c'était marrant parce que ils cherchaient des gens. Moi, ça marchait très bien. J'étais sur 88, c'est sur TF1. Ça cartonnait, on avait 12 millions de personnes. Donc, ils voulaient des vedettes. Il y avait Gérard, d'ailleurs, sur la première. Et moi, je leur avais dit, ouais, je viens, mais vous m'offrez un décodeur. Et j'y suis allé. Non, mais et après, par contre, j'ai pu y aller parce que j'étais pas dans l'esprit Canal. Oui, ça, c'est, mais sur les premiers temps, j'ai d'ailleurs été, sur Canal, un des premiers commentateurs de rugby. Mais non. Avec Charles Bietri. Ouais. Quand le rugby est arrivé sur Canal, et au passage, Canal qui fait un boulot exceptionnel sur le rugby. Moi, je suis collé devant ma télé tous les week-ends. Et Sud Radio aussi, hein. On est la radio du rugby. Et Sud, je vous écoute. J'alterne quand je pars en spectacle. J'alterne entre la télé, entre Canal et Sud. Valérie, il faut absolument qu'on lance la publicité. Je finirai le zapping après la publicité parce qu'on a des impératifs horaires. Allez. Sud Radio Média. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Patrick Sébastien. On parle de votre livre, Le Carnaval des ambitieux, qui est paru chez XO. Je me suis régalée vraiment en le lisant parce que ça parle aussi de l'actualité, oui. Ça parle de l'actualité. Vous avez écrit ce livre au début de l'année. Ouais, c'est-à-dire, j'ai fait exprès. Ouais. Je te coupe, excuse-moi. Ouais. J'ai voulu faire, j'ai écrit janvier, février et j'ai laissé passer exprès 9 mois, quelques mois
pour pouvoir revenir pour montrer aussi qu'on a des certitudes et qu'avec le temps, elles peuvent bouger. Ouais. Mais c'est vrai que dedans, j'ai été un peu visionnaire. Vous avez été visionnaire sur la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il y a parce que ce livre, c'est finalement une grande traversée de votre vie, des rencontres aussi, que vous avez faites. Et vous parlez beaucoup de Jean Dujardin que vous avez connu à ses débuts, et vous revenez sur cette cérémonie de rugby, qui a été très critiquée, qu'on a traité de franchouillard, de rance. Ouais. Et effectivement, j'écrivais en février. Je vois bien arriver la cérémonie des Jeux Olympiques avec, je sais plus ce que j'ai mis. Attendez, j'ai perdu. Des trucs véganes, un champ de pavots géant, Sandrine Rousseau et Mathilde Panot en train d'interpréter les Demoiselles de Rochefort au pipeau recyclable, Yann Barthès sur une poubelle de tri sélectif, et j'avais mis à la fin, c'est très marrant, un feu d'artifice de quinoa sur la dernière opus de Dieselt. Et c'est vrai que quand j'ai vu dans la cérémonie, honnêtement, pour un mec de spectacle que je suis, j'ai trouvé ça splendide, parce qu'il y avait des idées extraordinaires. C'était magnifique. Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Mais vous auriez pas fait un spectacle différent? Non, mais après, c'est le symbole, ce que j'ai écrit, de la rupture entre deux France. Il y a une France qui n'existe plus. Comme j'ai écrit, moi, j'accepte toutes les différences, mais à condition qu'on foute pas la mienne aux égouts. Ouais. Et aujourd'hui, il y a toute une France qui est exclue de tout ça. Il y a plein de gens qui auraient pu apporter le visage d'une autre France, mais celle-là, elle n'existe plus. Il y a des gens qui ont décidé que c'était comme ça, que moi, j'ai rien contre les trans, bien au contraire. Mais il y a plein d'autres choses, quoi. Il y avait plein d'autres choses à faire. Et c'est symbolique de cette fracture. Ça correspond aussi à mon éviction de la télé, hein. C'est pareil, hein. Cette France que, moi, ces gens-là qui décident ne m'aiment pas pour ce que je suis. Oui, c'est ça. Mais je vais pas changer ce que je suis parce que c'est moi qui m'aimerai plus après. Ouais, mais ça reste une blessure quand même. Non, c'est loin, ça, Moi, j'ai senti quand même quelque chose de dire, voilà, je suis pas. Non, c'est une nostalgie. Oui, c'est une nostalgie parce qu'on a vécu des bons moments, mais non, ça a été une blessure sur le coup, évidemment, parce que c'est injuste, parce que en plus, c'est d'une manière très, très brutale, pas justifiée du tout, en plus. Je croise tous les jours dans la rue des gens qui me disent, vos émissions nous manquent. Mais ça, c'est normal, c'est la nostalgie. Ouais. Mais ça, je suis passé complètement à autre chose. D'ailleurs, je te disais juste avant, les gens font le contraire d'habitude, ils vont du plus petit au plus grand. Moi, je vais faire le contraire. Je vais monter d'ici un an, c'est en construction, à côté de chez moi, le plus petit cabaret du monde. Voilà, et pour finir, faire un endroit convivial où on va pouvoir dire ce qu'on veut, où je vais sûrement faire justement un spectacle de transformistes avec mes potes. Entre autres, une fois par mois, je vais donner leur chance à des gamins qui vont venir chanter, on va faire du théâtre, on va faire plein de choses comme ça. Et je vais être dans mon vrai élément, c'est-à-dire la scène, la convivialité. Et là, on pourra pas me virer, là. Je serai chez moi. Allez, tu continues ton zapping. Tu me tutoies, alors carrément. Bon, tu vas bien, ça va, la forme? La semaine prochaine, donc Canal+ aura 40 ans, imaginez, 40 ans. Du coup, hier, il y avait Papy Decaunes. Papy Decaunes, il était invité à... Il y a mon âge. Ah oui, absolument. 53. À Télématin. Et vous savez qu'il dirige un journal qui s'appelle Vieux. Et il a parlé de la vieillesse à Télématin, Papy Decaunes. Antoine, porter des foulards, c'est un truc de vieux ou pas? Totalement vieux. Totalement vieux. Alors ça, mais j'irais même vieux sénile. Fumer la pipe, tiens, c'est un truc de vieux ou pas? J'ai essayé un moment de relancer la mode de la pipe, ça n'a pas du tout marché. Parce que je lisais beaucoup de Conan Doyle, Sherlock Holmes, etc. Je trouvais le geste magnifique. Vous fumiez la pipe à 20 ans? Oui, à 20 ans, ouais. Puis ça me réussissait pas du tout, donc je sais pas. J'aime bien l'idée de fumer une pipe au coin du feu, mais enfin bien c'est un truc de vieillard. Avec une tisane. Avec l'oncle Paul, vous voyez. Et regardez Tour de France, c'est vieux ou c'est pas vieux? Mais non, c'est une activité de jeunes. Enfin, vous avez vu l'âge des jeunes ou intergénérationnel finalement? Mais non, vous avez vu l'âge des coureurs? Mais non, c'est un sport magnifique. Moi qui regarde peu la télé, je suis le Tour de France de la première à la dernière étape. Et comme l'année dernière, je m'étais pété 2 côtes, j'ai suivi toutes les étapes, depuis le départ jusqu'à l'arrivée. 6 heures de direct par jour. Et je félicite d'ailleurs France Télévisions pour la qualité de cette On vous en remercie. On accepte. Petit oui, on est vieux. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais ce qui est étonnant... C'est chiant d'être vieux? Mais bien sûr que c'est chiant d'être vieux. Moi, quand on dit que j'ai 70 ans, j'ai l'impression qu'on parle de quelqu'un d'autre. Ouais. Mais enfin, j'ai des compensations extraordinaires, ce qui me surprennent d'ailleurs. Tout l'été, je fais mes spectacles, avec un DJ et 4 danseuses, ou alors avec un orchestre. Et là, on en a fait plein, et on en refait l'été prochain. Et ce qui me bluffe le plus, c'est que j'ai un public de gamins de
mômes qui ont entre 16 et 25 ans, qui connaissent mes chansons par cœur, pour qui je suis patoche, et qui viennent déguisés, qui viennent... J'ai fait la boîte de nuit du papa de Laetitia au Cap d'Agde, de l'Amnésia, qui est une des plus grosses boîtes de France. À 2h30 du matin, ils étaient 5000 à sauter partout, à chanter mes chansons. Ça, c'est un cadeau magnifique, ça. C'est un cadeau. Et dans mon autre spectacle, j'ai ma génération. Enfin, entre 50 et 60. Mais c'est vrai que, putain, de savoir que j'ai 71 là, dans un an. Et Antoine, c'est pareil. On a un point commun, la petite pipe au coin du feu, finalement, c'est pas une mauvaise idée. Vous avez une porte à la baignoire et un siège qui monte à l'escalier. Non, vous êtes en forme quand même. Non, mais justement, c'est ça, c'est la seule chose qui m'arrêterait, c'est ça. Ce qui est on se réveille tous les matins en se disant, est-ce que ma santé va me suivre, quoi, c'est tout. Pour l'instant, ça va, vous êtes en bonne santé. Bah, écoute, je fais des excès raisonnables, c'est-à-dire que moi, je picole plus depuis. Les gens s'imaginent que je fais des fêtes en picolant. Je picole pas, je me drogue pas. J'ai jamais touché à la cam parce que c'est une merde. J'ai pas de tranquillisant, j'ai pas de psy, j'ai pas de. Et vous fumez toujours. Je fume trop, oui. Arrêtez. Vous avez envie d'arrêter ou pas? Ça fait 100 personnes qui m'ont dit d'arrêter. Il y en a 50 qui sont morts d'autre chose. Je sais que ça va me tuer, mais je cite très souvent mon pote Gainsbourg qui m'a dit, si je suis incinéré, j'aurais fait la moitié du boulot. C'est joli. C'est très joli. C'est super joli. Je marquerai pas ça sur mon épitaphe, mais... Vous voulez quoi sur votre épitaphe? J'ai une phrase, elle est prévue, c'est une phrase de Brel, qui a prononcé 10 minutes avant de mourir. C'est, si vous m'aimez, fermez vos gueules. Ah oui? Que je trouve magnifique. Je vais l'écrire. Et par contre, je ne mettrai pas celle que m'a suggérée Brigitte Lahaye. C'est quoi? C'est pas le trou que je préfère. Voilà. Je la mettrai pas. C'est vrai que c'est vrai. Non, c'est pas elle qui m'a suggéré. Je dis que c'est elle, mais je l'aime tellement, ma Brigitte. Comme on est naïf. Comme vous êtes naïf. Mais oui. Allez. Petit clin d'œil à Philippe Gildas, a disparu un 28 octobre à 82 ans. Il y a donc 6 ans. Et puis je finis par une dernière news, on oublie la musique. De toute façon, elle vous aurait pas plu. Hier, votre comparse de Fabien Lecoeuvre, qui a fait beaucoup d'émissions avec vous, spécialiste de la chanson française, a rendu hommage à sa façon. C'est parce il a des hommages à tout le monde. Il a toutes les nécros qui sont prêts. Il est chez Hanouna. À notre Coluche national, vous imaginez que Coluche, hier, il aurait fêté ses 80 ans. Coluche aurait eu 80 ans. Mais ça me ramène à des moments fabuleux, quoi. On me dit, tu es nostalgique. C'est pas tellement ça, c'est que je dis pas que c'était mieux avant. Moi, je suis très content d'avoir Uber Eats, d'avoir le GPS ou la carte routière. Mais ce qui plombe, c'est un peu, j'en parlais avec Delon à l'époque, c'est notre cimetière, quoi. C'est tout ce qui. Tu te rends compte qu'il y a 10 ans seulement, il y avait encore Aznavour, Johnny, Delon, Belmondo. Bien sûr. C'est quand même tout un pan. Bien sûr, de notre mémoire qui disparaît et qui s'écroule, tu vois. Absolument. Coluche, j'en parle beaucoup dans le bouquin. Oui, vous en parlez. Et justement, on va oublier Fabien Lecoeuvre, c'était une anecdote. Par contre, j'ai ressorti un extrait de Coluche qui était sur Canal+, parce que c'est les 40 ans de Canal+, d'infos. Et évidemment, j'ai pris un passage, je crois que les 2 blagues qu'il raconte ne seraient plus du tout possibles à notre époque. Tu sais que sur scène, je raconte des blagues en Coluche, justement, en disant ça serait compliqué à notre époque, quoi. Alors, il y avait à la fois une blague et derrière, il commentait les images de l'arrivée de la navette d'Atlantis où il y avait une femme pilote et 5 participants. Voilà ce que ça donnait à l'antenne de Canal+. 2 homosexuels qui jouent un jeu de société entre eux. Il y en a un qui dit à l'autre, on va jouer à cache-cache. Si tu me trouves, je fais la femme. Et si tu me trouves pas, je suis dans le placard. La navette revient de l'espace. D'un voyage au bout du monde. À son bord, 5 hommes et une femme. Wabadabadap, wabadabadap. La science va se poser sur eux des tas de questions. Mais nous, la seule question qu'on se pose, c'est lequel a bien pu l'attirer. En tout cas, elle est radieuse. Elle les a tous trouvés formidables. Elle va bientôt faire paraître un livre. Mon voyage sur l'orbite. Est-ce que c'est si grave que ça? Voilà. Non. Moi, sur scène, c'est une petite fille qui dit à sa mère, maman, j'aimerais bien une petite sœur. Je vais téléphoner à la cigogne. Tu veux pas essayer avec la bite à papa d'abord? Voilà. Et là, tu peux avoir des plaintes de la protection des cigognes. Vous aviez un point. Des cigognes, des cigognes. Mais vous aviez un point commun, c'est-à-dire que il était tendre à l'intérieur. Coluche comme vous. Puis on a le même signe et le même ascendant. J'étais pas un ami intime.
J'étais un pote, on a partagé des choses magnifiques, et puis le mec était absolument génial. Moi j'ai vu le spectacle au gymnase en pleine campagne électorale, c'était surréaliste, il a dit Patrick, si je suis président de la République, tu seras vice-président. Je m'occuperai de la présidence et tu t'occuperas du vice. Il y a un de ses fils qui reprend un peu votre théorie, que c'était le destin qui rencontre ce camion parce qu'il aurait peut-être pas supporté l'époque qu'on vit. Il y a un de ses fils qui a fait ça, je suis pas au courant. Qui a dit ça. Alors parce que dans le bouquin, c'était le destin qui reçoit ce camion et que il n'aurait pas supporté cette époque. Il aurait été malheureux. Alors vous allez répondre après, Patrick, parce qu'on a la pub à 31. J'ai une théorie qui va peut-être choquer des gens, mais je l'affirme pas, mais je me dis pourquoi pas. Allez, à tout de suite, Patrick Sébastien. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média, toujours avec Patrick Sébastien pour parler de ce livre, Le Carnaval des ambitieux, une traversée d'un certain nombre de vos rencontres, de gens que vous avez aidés. Moi, j'ai découvert que Céline Dion avait fait votre première partie. Céline Dion a fait ma première partie en 1984. J'avais Philippe Laville en américaine. Il fallait qu'on trouve une jeune fille. J'ai dit à mon impresario, on va trouver une petite chanteuse. Je la connaissais pas trop à l'époque. Je connaissais pas. Et il m'a présenté Céline et j'ai dit ouais. Et on est parti, on a fait quelques galas en province avant de faire l'Olympia pendant 3 semaines, je crois. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul, je me revois derrière le rideau en train de lui dire t'inquiète pas ma puce, ça va bien se passer. Ça me fait drôle, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que ça résume presque tout le bouquin parce qu'elle était avec moi. Elle avait donc 16 ans. Il y avait René qui était là déjà. Elle était pleine d'espoir, elle était adorable. Déjà, il y avait un talent fou, tu vois. Et je la vois aujourd'hui malade, la pauvre. Elle a énormément souffert. Vous avez vu le doc ? Ouais, j'ai regardé. C'est dur à regarder, hein. C'est dur à regarder. Et puis, comme je dis, papa lui manque, quoi. Et c'est un vrai résumé de l'ambition, c'est-à-dire que elle est très riche, immensément riche. Elle s'est flinguée la santé à faire le Las Vegas tous les soirs pour prendre des millions, pour avoir une maison de 40 pièces, mais on n'a pas besoin de 40 pièces pour habiter dans une maison. Et est-ce que quelle est la plus heureuse des deux? Et vous, à un moment, votre ambition vous a dépassé? À un moment, vous avez voulu avoir plus d'argent, plus de notoriété? J'étais assez raisonnable. Mon ambition, c'est de faire. C'est pour ça que je parle de Dupontel aussi, d'Albert dedans. On a cette même envie. Moi, je calcule pas les bénéfices, les médailles, les prix, etc. C'est pas du tout mon truc. Moi, c'est de faire. Là, depuis le début de l'année, j'ai écrit une pièce de théâtre, je l'ai jouée, j'ai écrit un bouquin, j'ai fait des dizaines de galas, j'ai fait un album, il y a une compile qui sort là avec 40 titres. J'ai besoin de faire. Ça, c'est mon ambition. C'est exister en étant un artiste, avec des hauts et des bas. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens qui m'aiment pas, c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que je suis vraiment gâté par ceux qui m'aiment. Pourquoi vous n'êtes pas aux Enfoirés, vous qui avez été très proche de Coluche et un des premiers imitateurs de Coluche avec Thierry Leluron, pourquoi vous n'êtes pas aux Enfoirés? Parce que j'étais au début avec Michel, je l'ai aidé. Et Johnny Hallyday. Non, mais je l'ai aidé au début parce qu'il connaissait les gens de gauche, mais il connaissait pas Chirac. Et c'est moi qui l'ai amené vers Chirac pour que la ville de Paris l'aide. Il était maire de Paris à l'époque, Chirac. J'ai fait les Enfoirés une fois. Et puis, à la sortie du concert, il y a quelqu'un qui est venu me voir en me disant, tu viens au banquet? Après, j'ai dit, je viens pas chanter pour des gens qui ont faim et pour aller au banquet après, je vais me payer un resto à côté. Voilà. Et il y a plein de mecs qui sont partis des Enfoirés pour ça. Enfin, le plus important, c'est que ça apporte du blé à ceux qui ont faim. Bien sûr. Par contre, aujourd'hui, c'est vrai que Michel, je pense qu'il serait pas content de voir que ça existe encore. Parce que ça devrait pas exister. Non. Ça devrait pas exister, les Enfoirés. C'est une bénédiction que ça existe, bien sûr. Et qu'aujourd'hui, il n'arrive pas. On devrait avoir, quand tu vois tout le gaspillage qu'il a eu, tu vois la cérémonie des Jeux Olympiques, elle a coûté 100 millions d'euros. Londres, 30 millions. Je pense qu'avec la différence, on aurait pu nourrir des gens pendant très longtemps. La différence de d'argent. C'est-à-dire faire une non, mais je veux dire, c'est symbolique. Après, je veux dire, la cérémonie de Londres a coûté 30 millions, c'était magnifique, c'était très bien. Celle-là a été sublime pour 100 millions. Ça fait 70 millions d'écart.
Je pense qu'avec 50 millions qu'on consacrerait plutôt aux gens qui ont la dalle, parce que tu sais, c'est bien beau les médias, tout ce qu'on entend, les politiques là qui sont nazes comme c'est même pas permis. Moi, chez moi, je suis encore au contact des gens. Ouais. Et je connais tout un tas de gens qui sautent un repas aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et là, on va se faire massacrer encore plus. Oui, mais quand on fait une émission qui coûte 1 million à France Télévisions, on jette 1 million pour pas grand-chose non plus. Si on va dans ce truc-là, tous les primes de Koh-Lanta, les primes mais en même coûtent temps, plus d'1 million. Le divertissement est essentiel dans la vie des gens. On peut pas. On peut divertir avec un spectacle sur scène qui coûte pas 1 million comme Koh-Lanta ou les shows. Il y a des moments où il faut mettre les moyens. Pour l'histoire. Vous comprenez ce que je veux dire? Je rebondis. Non, mais pour l'histoire de la cérémonie par exemple, ça aurait coûté 50, par exemple, c'était peut-être plus raisonnable, quoi. Ouais, mais c'est pas pour ça qu'on l'aurait mis. Mais après, l'argent, il le récupère ailleurs. C'est ça, il le récupère ailleurs. Il l'aurait pas mis. De toute façon, là, c'est beaucoup plus grave qu'on pense. Hein. À part que les Français sont, je le dis sur scène, on est apathique, on s'est fait endormir, quoi. Il y a eu les élections législatives, on avait l'occasion de renverser la table, on a juste changé la nappe. Et la nappe avait déjà servi. Vous avez voté aux législatives? Non. Non, parce que rien ne me convient. Rien ne me convient. Moi, je les regarde. J'ai plein d'amitié. Hein. J'échange des messages avec le président, avec Bardella, avec Roussel, avec Hollande, avec des gens de trucs complètement opposés. Mais ça correspond pas. Ça déconne vraiment. Ce que vous disiez, c'est que vous, dans vos spectacles, et puis comme vous êtes vers Brive, vous voyez une autre France que celle qu'on raconte. L'autre France, moi, je suis allé un petit peu partout cet été. Je suis allé dans l'Est, je suis allé dans le Nord. Je fais beaucoup de galas dans le Nord, dans l'Est, à Dunkerque. Tu vois la réalité des choses. Du quotidien. La réalité du quotidien. Je les ai à la sortie des spectacles. Je parle avec eux. Moi, j'ai jamais quitté ce monde-là. Et des fois, vous culpabilisez de se dire... Bien sûr. J'ai une culpabilité de toute façon. Alors c'est très imbécile ce que je vais te dire, mais à un moment, quand je pars dans ma Mercedes, je me dis c'est ces gens-là qui me l'ont payé. C'est ma question. En même temps, j'ai donné en échange, j'aurais donné quelque chose. C'est pas gratos. Je leur donne du bonheur. Moi, tu sais, mes bouquins, il y a des gens qui m'ont critiqué. Moi, j'ai 5 ou 6 témoignages de gens qui voulaient se suicider et qui m'ont écrit en me disant j'ai lu ton bouquin, j'ai renoncé à me suicider. Rien que ça. Qu'est-ce que tu veux que j'ai comme autre ambition? Il y a tout au début du livre, toute une partie du livre qui est consacrée à vos rencontres avec les présidents de la République. Ouais. Et à chaque fois, vous les comparez à des personnages de films, de cinéma. Ouais. Vous dites, j'ai aussi rencontré Pierre Richard et Jacques Villeray à l'Élysée, en un seul, François Hollande. Ouais. Il dit, vous dites, c'est pas péjoratif. Il y a Sarkozy. Alors Sarkozy, c'est de Funès. Tu lui enlèves les cheveux, c'est tout lui, l'éthique. Et Macron, c'est Bébel. Voilà. Flic ou voyou. Toc, tagada. Ouais, flic ou voyou. Parce que je sais que 70% des gens ne l'aiment pas aujourd'hui. Moi, je suis partagé. Vous racontez certaines choses. On va pas tout raconter du livre. On va pas le raconter, mais vous racontez des choses très humaines du président. Vous pourriez l'imiter, Macron? Vous le faites? Non, je fais pas. Pourquoi? Mais non, parce que je sais pas. Puis je travaille plus mes imitations. Ouais. Je suis resté sur les. Il est très difficile à faire parce qu'il a une voix assez neutre. Ouais, c'est ce que disait Laurent Gérard. Ouais. Non, ce que j'ai remarqué par contre, c'est leur posture. C'est-à-dire, je fais la manière dont ils m'ont reçu à chaque fois, la manière de s'asseoir, en disait beaucoup sur les personnages. Et puis Chirac qui était assis carrément les bras au croix, les jambes écartées. Non, c'est Sarko, c'est Sarko. Discothèque. Voilà. Chirac, c'est les coudes sur les cuisses, et Hollande dans un coin contre la coudoir. Tu vois, c'est et puis je suis allé sur les synchronicités. C'est vrai que j'ai analysé quelques trucs marrants. Sarkozy. L'histoire de Sarkozy, les gens ont peut-être pas remarqué, ça va les amuser. C'est qu'il s'appelle Nicolas Sarkozy et les sonorités des voyelles I-O-A et A-O-I, c'est très rare. Dans un nom et un prénom, sont exactement dans l'ordre inverse. Donc j'extrapole en disant, est-ce que Sarkozy n'est pas le contraire de Nicolas? Et aussi, j'ai une autre synchronicité que j'ai trouvée qui est marrante, c'est que dans tous les noms des présidents de la République de la 5e, sauf Pompidou, mais il n'a pas fini son mandat, ils ont tous un A, la lettre A, dans leur prénom et dans leur nom. Valéry Giscard d'Estaing, François Mitterrand. Et par contre, ceux qui ont échoué ne l'ont pas. Donc de là à prévoir que Gérald Darmanin, Jordan Bardella, Attal vont être présidents, ça sera marrant de regarder la synchronicité. Édouard Philippe, il n'y a pas de... Édouard Philippe, normalement, il n'y a pas... Oui, pas dans son nom. Non. Il n'y a que le nom de famille. Voilà. Juste avant la pub, vous aviez dit que vous aviez une théorie sur ce qu'évoquait Gilles, à savoir sur Coluche, c'est-à-dire le fait que
La théorie sur Coluche, c'est que je dis que c'est peut-être un suicide. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé 2 fois de faire une tentative pour une histoire d'amour. 10 secondes avant, j'y pensais pas. 10 secondes après non plus, d'ailleurs. D'ailleurs, la plupart des gens qui se défenestrent ont les doigts arrachés parce qu'ils essaient de se rattraper au dernier moment. C'est une pulsion qui dure l'espace de 5 secondes, 10 secondes. Coluche, il était en mal d'amour. Sa rupture avec Véro était violente. Il y avait la cam, il y avait l'alcool, il y avait Devers qui s'était suicidé juste avant. Cet accident, il n'a pas d'explication logique. Alors pourquoi pas un coup de guidon, ces accidents. Un coup de guidon, parce que le destin l'a décidé comme ça aussi. C'est peut-être la main du destin qui donne un coup de guidon qui est pas prévu. Mais j'affirme rien. J'échafaude parce qu'il n'y a pas d'explication logique à cet accident. Je crois pas du tout à la thèse du complot politique, etc. Non, ça, je n'y crois pas du tout. Ouais. Est-ce que samedi, vous avez regardé Les Enfants de la télé ? Pourquoi ? Alors, dans Les Enfants de la télé, ils recevaient Michel Jonas. Ah, on m'a dit ça, oui. Ah oui, ils ont passé un extrait d'Alain Gillot-Pétré que j'avais, que vous avez reçu. Et durant le plateau, il s'est posé une grande question que je vais vous poser après. On écoute Alain Gillot-Pétré. C'est ma voix. Ben voilà, c'est ça qu'ils se sont demandé. Ils se sont demandé si c'est parce que Michel Jonas n'avait jamais vu la séquence et il a été soufflé par la voix. On était en tournée ensemble avec Mireille Mathieu en 1975 avec Michel. Mais non. On jouait au poker tous les soirs. Je te raconte juste une anecdote parce qu'on joue au poker tous les soirs entre nous. Et il était tellement dans le poker qu'on était tous les deux en bagnole. On est passé au péage. La fille, elle a dit c'est 8 francs. Il a dit plus 2. Il a donné 10 francs. Il est passé. Michel, j'adore cet être. Alors, il a été tellement soufflé par cet extrait. C'est moi qui ai fait la voix, Et qui se sont posé la question. Il dit, mais est-ce que c'est Patrick Sébastien voilà. Et la ressemblance avec Gillot était étonnante. Et donc, Laurence Boccolini a la réponse qu'elle a posée dans l'émission. On écoute cet extrait qui est incroyable. Un peu parti, un peu naze, descendu haut de mes nuages. Histoire d'oublier un peu mon sacré métier. Les gens me regardent énervé. C'est Alain Gillot-Pétré. Il va sûrement nous dire le temps qu'il fait. C'est drôle. Très drôle, incroyable la voix. Tu sais, dans Sébastien c'est fou, j'en ai fait des dizaines et des dizaines. J'ai tout écrit, tout. Et puis je faisais les voix, et puis. Alors faites-nous, Michel Jonas, vous l'avez fait en antenne. Un peu parti, un peu naze, descendant la boîte de jazz. Pour reprendre un peu le cours de ma vie. À l'époque, il chantait Super Nana, il chantait Les Vacances au bord de la mer. Et on faisait des détours de... C'est caché, ils faisaient des détours de 100 bornes pour aller dans un restaurant gastronomique. C'était donc votre voix, ils ont la réponse. C'était magnifique parce que c'était 2 mondes. Tu vois, Michel et moi et Mireille Mathieu de l'autre côté, c'était 2 mondes. Complètement différents. On resterait des heures avec vous. Vous auriez pu faire Mireille Mathieu dans Sébastien c'est fou. Oui, j'aurais pu. Le carnaval... Je m'imaginais quel personnage pourrait faire Valérie. Le carnaval des ambitieux, Patrick Sébastien, c'est chez XO et je vous le conseille. Vous cherchez des idées de cadeaux de Noël, franchement, et surtout c'est beaucoup plus profond que ce qu'on a dit, ce qu'on a évoqué. Il y a des choses sur l'ingratitude, il y a des choses sur la vie, des très belles pages sur Camille qui était l'homme qui vous a élevé. J'ai fait un parallèle entre Johnny. Qui était la star absolue, qui vivait dans un monde un peu artificiel, et Camille, qui est le garçon, le monsieur qui m'a élevé, qui était un type formidable, et qui s'est contenté comme ambition d'être intègre et de nous le transmettre. Ce qui fait que cet héritage de générosité et d'intégrité, entre mon demi-frère, ma demi-sœur et moi, on n'a pas eu à se battre pour l'héritage. Pour l'héritage. Il reste encore quelque Patrick chose de Sébastien. Patrick Bouteau ? Je sais pas. Honnêtement, j'ai mis mon masque de Patrick Sébastien. On met tous un masque. Bien tu sûr, as le masque de Valérie Expert. Toi aussi, tu as ton masque. C'est ce que je raconte aussi dans le bouquin. Je dis le carnaval parce que en société, on a tous un masque. On n'est pas ce qu'on montre. C'est pour ça que je déteste les a priori, les jugements hâtifs, tout ce qui est pour tous les gens qui sont accusés. Voilà. Et c'est l'heure de rendre l'antenne. C'est l'heure de rendre l'antenne. Merci Patrick. Mon masque vous reviendrez absolument à coupure. Merci à vous. Dans un instant, les débats.